Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier, le seul JT de YouTube réalisé sans montage et sans trucage, sans filet en direct en différé. Rien que pour vous consacrer aujourd'hui, une fois qu'on a réglé l'autofocus, c'est tout bon. Pourquoi le crack de tout vous menace, en fait nous menace tous. Et bien, écoutez, je pense que vous avez bien vu que la situation économique n'est pas franchement terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour mes petits singes et moi, nous vous saluons les amis. Bonjour à tous. Cette semaine, évidemment, un sujet à côté duquel vous n'êtes certainement pas passé, puisque les bourses corrigent, les crypto-monnaies corrigent, nous avons une espèce de crack obligataire à peu près indéniable, donc les obligations corrigent, ou plutôt chutent considérablement, donc c'est un peu un crack de tout. Alors c'est assez logique, le crack de tout, il répond en miroir à la bulle de tout et à la hausse généralisée des actifs que nous avons pu avoir. Donc c'est assez logique que nous ayons finalement une baisse à peu près de tous ces actifs qui avaient monté. On va essayer d'expliciter tout ça, de mettre des mots sur tout ça, de mettre des grandes réflexions sur tout ça, et je pense que ça va vous aider, non pas à tout comprendre, mais en tout cas à avoir des éléments de réflexion et des points de fixation. Alors, le crack de tout, c'est quoi? Eh bien, je vous ai fait une petite liste non exhaustive, mais presque. Le crack boursier, c'est la chute des actions, et nous avons un crack boursier. Un crack obligataire, c'est la chute des obligations, et nous avons un crack obligataire. Le crack des crypto-monnaies, chute de toutes les crypto-monnaies. Alors, commencez par le Bitcoin, mais c'est surtout toutes les autres crypto-monnaies qui corrigent très sensiblement. Je crois que c'est même Luna qui a été suspendu et qui vaut ni plus ni moins que plus que 2% de sa valeur et qui a perdu 98% de sa valeur. Le crack des matières premières et de l'énergie, le crack des métaux précieux, chute de l'or et de l'argent, le crack immobilier des prix au mètre carré. Il n'y a pas d'erreur, c'est ça un crack de tout, et vous allez voir que dans le crack de tout, il y a quand même des petites choses spécifiques à voir qui vont nous permettre de planter des points de réflexion et des repères qui, à mon sens, sont très importants pour la suite des événements. Le crack de tout, c'est donc la baisse de la valorisation de l'ensemble des classes d'actifs au même moment. Donc pour qu'on ait un vrai crack de tout, il faudrait que tout baisse. Tout ne baisse pas, mais c'est pas parce que tout ne baisse pas tout de suite et là maintenant que ça ne va pas baisser un petit peu plus tard. Donc là aussi, on va pondérer, on va regarder tout ça. Alors pourquoi ce crack de tout et pourquoi maintenant? Bon, évidemment, c'est simple, hein, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Regardez, on est en juin 2021, il y a presque un an, mai-juin. Bon, on est globalement à 1%, donc là on est sur le taux américain à 10 ans, donc sur le 10 years, le UST bond 10 years, donc le bond du trésor américain à 10 ans. On était à un petit peu plus de 1% il y a un an, on est à 3% quasiment aujourd'hui. Vous voyez cette remontée, elle est évidemment très importante, très rapide. Et donc, les taux d'intérêt montant, on redonne de la valeur à l'argent, on assèche également les liquidités sur le marché, et donc on fait une raréfaction de l'offre d'argent. Eh bien, forcément, ça se voit dans les taux d'intérêt qui remontent et ça se voit dans les bulles d'actifs qui ne sont plus alimentées par des liquidités. Pourquoi les taux d'intérêt montent? Et ça, c'est très important que je vous réexplique le mécanisme parce que jusqu'à présent, les banques centrales rachetaient des actifs. Donc, elles rachetaient notamment des obligations. Et donc, en rachetant des obligations, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, elles amenaient de la liquidité dans le marché. En amenant de la liquidité, en achetant elles-mêmes directement des obligations, c'est-à-dire des dettes, eh bien, évidemment, elles faisaient baisser le prix de l'argent. C'est comme ça qu'on faisait baisser le prix de l'argent. Les banques centrales faisaient baisser le prix de l'argent, non pas en mettant des taux d'intérêt directeurs bas, elles faisaient baisser le prix de l'argent, surtout en achetant, en se suppléant au marché pour amener des liquidités supplémentaires, pour acheter et le mettre dans leur propre bilan, dans leur propre portefeuille à elles. Et donc, c'est en amenant plus d'argent, donc en augmentant l'offre et la quantité d'argent que les banques centrales ont piloté les taux d'intérêt et leur ont permis d'être très bas. En clair, tout ce qui est rare est cher, donc pour que l'argent ne soit pas cher, il fallait que l'argent ne soit pas rare, et pour que l'argent ne soit pas rare, qu'est-ce qu'ont fait les banques centrales? Eh bien, elles ont tout simplement acheté, amené de l'argent comme si la banque centrale était un épargnant, et donc elles amenaient un excès de liquidité. Et donc elles ont permis à toutes ces bulles financières, évidemment, de grandir et de grossir.
Et donc, pour comprendre également la relation entre l'argent gratuit et les bulles spéculatives, et l'idée c'était de dire qu'il n'y avait pas de limite à la hausse dans un univers de taux négatifs, je vous livre déjà la conclusion, il n'y a pas de limite à la hausse dans un univers de taux négatifs, et je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement, imaginez que vous ayez une action qui vaut 100 € et qui rapporte 5%, donc 5 € par an de dividendes et d'intérêts, parce que la société, elle marche bien, c'est L'Oréal, ils ont vendu des bidons de shampoing à travers le monde entier, peu importe qu'il y ait du parabène ou pas de parabène dedans, on s'en fiche, c'est pas le sujet, que ce soit écolo, pas écolo, c'est pas le sujet, c'est une société qui tous les jours vend des bidons de shampoing, de crème, de couleurs, de tout ce que vous voulez à travers la planète entière. Et donc cette société elle a versé un dividende de 5% à la fin de l'année, normal, elle a fait des bénéfices. Donc elle va vous donner 5 € pour une action qui vaut 100 €. Si demain vous doublez le prix de l'action, c'est-à-dire 100% de hausse, d'accord, vous doublez, donc la valeur de l'action passe de 100 à 200 €. Mais le dividende, lui, les bénéfices, ils restent constants, ils ne bougent pas. C'est ni mieux ni moins bien, on vend toujours de bidons l'année suivante, on n'en vend pas plus, on n'en vend pas moins, on va dire que c'est constant. Le dividende ne bouge pas, il n'augmente pas, il ne baisse pas, il est constant. Donc vos 5%, vos 5 € de dividende donc, de l'année précédente sur 200 €, ils deviennent 2,5%. Tout simplement. Votre rendement a baissé, mais il est toujours positif. Je vous rappelle, on est dans un univers de taux zéro. Donc évidemment, 5% c'est très bien, mais 2,5% quand on vous propose du moins 0,5, eh bien c'est toujours très bien, et c'est toujours beaucoup mieux qu'évidemment des taux négatifs. Et imaginons que de 200 €, on double encore et on passe à 400 € et on garde toujours le même dividende constant de 5 €. Bien évidemment, le rendement va baisser, on va passer à 1,25, les 5 € vont représenter 1,25% de rendement. Mais vous êtes bien d'accord avec moi, dans un univers de taux négatifs, c'est toujours plus rentable d'acheter une action à 400 € qui verse toujours un rendement de 5 € plutôt que de laisser son argent à la banque à un taux négatif de moins 0,50%. Ce qui veut dire que dans un univers de taux négatifs, plus vos actions montent, plus le rendement tend vers 0 et se rapproche de 0, mais il reste toujours positif. Un rendement d'action reste toujours positif. Et dans un univers de taux 0, mieux vaut un tout petit rendement qui tend vers 0 mais qui reste positif, plutôt que la perte de taux d'intérêt négatif si vous laissez votre argent à la banque. C'est ce mécanisme-là que je vous ai simplifié, mais qui explique globalement que dans un univers de taux 0, dans un univers de taux négatif, il n'y a quasiment pas de limite à la hausse des actifs, que ce soit des actifs boursiers ou des actifs obligataires. Conclusion, conclusion, on a créé une immense bulle de tout. Une bulle d'action, une bulle d'obligation, une bulle immobilière et puis aussi une bulle de crypto-monnaie, bien évidemment. Et c'est ça qui est en train de nous exploser à la figure. Pourquoi ? Parce que on a quitté le monde des taux très bas, des taux négatifs ou des taux zéro. Et que nous sommes en train de quitter ce monde-là. Et donc, quand on quitte le monde des taux zéro, eh bien, on se confronte à notre raisonnement d'univers de taux négatifs qui consistait à dire qu'il n'y avait pas de limite à la hausse dans un univers de taux négatifs puisque les rendements positifs tendent vers zéro au fur et à mesure où les actifs montent, mais ils sont toujours positifs. Mais à partir du moment où le prix de l'argent devient plus positif que les petits rendements qui ont tendu vers zéro pendant des années de nos bulles d'actifs, eh bien évidemment, qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui ? Une action qui vous verse du 1% de rendement à l'année ou un taux 10 ans censé être sans risque qui vous verse déjà du 2,9%. Et oui, et oui. Donc en fait, à partir du moment où le taux obligataire dit sans risque devient plus intéressant que les petits rendements des actions en bourse, eh bien vous n'avez plus d'intérêt à détenir des actions en bourse, surtout qu'elles sont à 400 €, qu'elles n'ont pas arrêté de doubler, qu'elles sont au plus haut. Donc vous avez ce qu'on appelle tout simplement un krach boursier, une rotation d'actifs, sauf que là, on ne sait pas trop sur quel actif aller se mettre. Normalement,
quand les bourses baissent, on va sur les obligations. Mais comme c'est une bulle de tout et que tout est monté en même temps, eh bien pour la première fois, on a à peu près tout qui descend en même temps. Et c'est super intéressant. Alors pourquoi ça descend maintenant? J'ai appelé ça pour vous faire peur, pour effrayer les petits-enfants la nuit, les 5 cavaliers de l'apocalypse. Et oui, le premier cavalier de l'apocalypse, c'est la pandémie et les confinements en Chine. Ah, la maladie! La maladie qui va tous nous tuer, avec évidemment surtout ses conséquences économiques, les ruptures d'approvisionnement, les usines à l'arrêt, les bateaux qui engorgent les ports autour de Shanghai et de Shenzhen. C'est absolument dantesque ce qui est en train de se passer en Chine avec leur stratégie du zéro Covid. Même l'OMS a commencé à dire peut-être que ce serait bien que vous arrêtiez parce que là ça met un bazar pas possible et puis c'est un peu n'importe quoi pour Omicron. Mais ils n'ont pas osé le dire trop fort. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on n'a quasiment pas de bilan humain nombre de décès en Chine dû à Omicron. On n'a pas le nombre de décès. Par contre, on enferme tout le monde. Alors d'ici là, qu'on n'ait vraiment pas beaucoup de décès et puis beaucoup d'enfermements, vous imaginez le drame. Mais enfin, en attendant, au-delà du drame collectif, du drame sanitaire et de tout ce que ça peut représenter pour ceux qui vivent aujourd'hui en Chine et qui sont confinés depuis des semaines entières, évidemment, en termes économiques, c'est très grave ce qui se passe là-bas. Et les impacts de la pandémie sont très importants et la pandémie n'est toujours pas terminée puisque de toute façon on va devoir apprendre à vivre avec des vagues épidémiques et des variants parfois très gentils et très méchants, parfois très gentils peut-être et puis d'autres fois surtout très méchants. Donc en plus on va avoir certainement une hétérogénéité comme on a des bonnes grippes et des mauvaises grippes. Et ben l'année où il y a une mauvaise grippe vous avez beaucoup de morts et donc c'est vers ce scénario-là qu'on va évidemment. La guerre en Ukraine, d'accord, donc le premier chevalier de l'Apocalypse, c'est la pandémie, la maladie. Le deuxième chevalier de l'Apocalypse, c'est évidemment la guerre. Et là, en l'occurrence, c'est la guerre en Ukraine, avec toutes les ruptures d'approvisionnement que l'on peut avoir entre ce qui concerne l'Ukraine et la Russie. Et puis de manière générale, tous les pays de l'Est, la Biélorussie, on a des ruptures aussi. Et puis tout ce qui se passe dans les pays de l'Est, qui sont des industries lourdes, qui fonctionnent avec beaucoup d'énergie abondante et pas chère en provenance de Russie. Alors je pense à la Tchéquie, je pense à la Slovaquie, mais je pense également à la Pologne, à la Hongrie. Enfin, tous ces pays de l'Est sont vraiment extrêmement dépendants de l'énergie abondante et pas chère russe pour alimenter leur propre industrie qui elles-mêmes dépendent des industries allemandes puisque ce sont la grosse industrie allemande qui a délocalisé dans son périmètre des pays de l'Est. Ensuite, on a un troisième chevalier et cavalier de l'Apocalypse qui est l'inflation structurelle liée à la mondialisation qui a été très longtemps déflationniste et la mondialisation elle est devenue inflationniste puisque tous les pays à bas coût aujourd'hui veulent revoir leur positionnement dans la chaîne de valeur et donc veulent leur juste part dans la chaîne de valeur, ce qui est parfaitement légitime. On peut parfaitement, humainement, économiquement, considérer qu'il n'y a aucune raison que on délocalise la production, on délocalise la pollution, on délocalise le travail en Chine à très bas coût. Et puis, une fois qu'on a pollué, une fois qu'on a exploité, eh bien, on revend très très cher en faisant la valeur ajoutée chez nous. C'est typiquement le cas des smartphones et des iPhones en particulier, où en Chine, pour 1200 ou 1300 euros de valeur, c'est 250 euros de valeur qui est en Chine, et c'est plus de 1000 $ de valeur qui va être aux États-Unis. Donc évidemment, cette répartition de la chaîne de valeur fait que la mondialisation qui était déflationniste redevient inflationniste. La robotisation, la raréfaction des ressources, la transition énergétique, la transition écologique, nous avons énormément de facteurs qui sont structurellement inflationnistes. Vous avez la hausse des prix de l'énergie que je mets de manière spécifique, c'est un sujet bien à part avec le cas particulier des prix du gaz et du pétrole. Nous sommes dans une économie qui est carbonée à 80-90%, donc on a beau dire qu'on souffle sur les éoliennes pour les faire tourner, et puis qu'on essaye de mettre nos miroirs bien orientés vers le soleil pour que les panneaux solaires fassent beaucoup d'électricité. La réalité, c'est que notre économie est carbonée encore à 80-90%, et donc c'est notamment en plus spécifiquement le cas dans tout ce qui est transport. D'accord, donc transport, mais tout ce qui nécessite du véhicule, des tracteurs aux camions en passant par les bateaux ou les avions, évidemment, nous sommes sur du gaz ou du pétrole. Ensuite, la hausse des taux, et ça c'est le cinquième facteur très grave pour l'économie actuelle, c'est
la hausse des taux, et là les banques centrales, elles agissent pour écraser l'économie en espérant effectivement casser l'inflation. C'est l'édito que j'ai fait en date du 13 mai, vous pouvez aller sur le site Insolentiae, vous tapez sur internet Insolentiae, les banques centrales ne jouent pas avec le feu, elles mettent le feu. D'accord ? Elles savent très bien que en augmentant les taux d'intérêt dans un contexte tel qu'il est, avec pandémie, guerre, inflation structurelle, hausse des prix d'énergie, la hausse des taux, c'est vraiment le coup de pied qu'on met dans les fesses de celui qui est au bord de la falaise, histoire d'être sûr qu'il tombe bien et qu'il se fracasse en un seul morceau tout en bas et qu'il meurt sur le coup. Donc là, on fait vraiment ça. Les banques centrales, là, c'est vraiment le coup de grâce. Elles achèvent une situation qui était de toute façon très compromise en réalité. On a déjà eu ça, 2007, 2008, 2009, crise des subprimes, pétrole à 150 $ le baril, donc hausse des taux plus hausse du pétrole et de l'énergie, paf, vous avez la demande mondiale qui s'est effondrée. Alors regardez, ça ce sont les actions, on voit qu'elles baissent lourdement, c'est le S&P 500, l'indice vedette américain qui est plus révélateur que le Dow Jones. Regardez ici, ici on a la crise des subprimes, elle est là. Vous avez vu, on la voit à peine maintenant, la crise des subprimes. Elle est là. Et puis là, vous avez ici ce grand trait rouge. C'est la pandémie et le premier confinement, c'est 2020, mars 2020. Et puis ici, c'est le mouvement de correction que nous avons actuellement. Et il va être aussi redoutable que nous avons monté ici. En 2009, on était à moins de 1000 points, on va dire, on était allé à 700, 800 points. Et aujourd'hui, on est monté à 5000 points. Donc ça a été un coef de plus de x5. On est à 3400 points. Enfin 4000 points, pardon. Le potentiel de baisse, il est considérable. Redescendre sur les 2500 points, ça serait pas aberrant sur une phase de correction entre les prix des actifs, la bulle de tout qui explose, l'énergie et tous les facteurs que je vous ai listés sur la diapositive précédente. Voilà, retourner sur 2500 points, ça serait la logique. Les obligations, elles baissent aussi. Alors regardez, elles avaient globalement beaucoup monté. On est en 99. Elles ont beaucoup monté. On était en base 100, on était au plus bas à 95. On est monté à 140. Bon, maintenant que les taux remontent, les obligations fonctionnent toujours à l'inverse des taux d'intérêt. Quand les taux montent, les obligations baissent puisqu'elles ont été émises à des taux inférieurs, donc elles rapportent moins que les nouvelles, donc elles corrigent d'autant. Et puis quand les taux baissent, les anciennes obligations qui ont été émises à des taux élevés, les gens se les arrachent parce qu'elles rapportent plus. Donc les obligations évoluent toujours à l'inverse des taux d'intérêt. Donc quand les taux d'intérêt montent, les obligations baissent, et quand les taux d'intérêt baissent, les obligations montent pour les mécanismes que je vous ai expliqués. C'est-à-dire soit, encore une fois, les obligations anciennes valent plus cher quand les taux baissent, donc comme elles ont de meilleurs taux de rendement, alors que vous achetez aujourd'hui une obligation à 10 ans, vous l'achetez à 5% aujourd'hui, puis l'année prochaine, les taux baissent à 2%, vous avez une obligation qui rapporte 5% tous les ans, pendant encore 9 ans, puisque vous avez acheté une obligation qui va vous faire ça pendant 10 ans. Donc évidemment, si l'année prochaine les taux sont à 2%, votre obligation que vous avez achetée l'année dernière, elle rapporte 3 de plus que les nouveaux. C'est pour ça que les obligations fonctionnent à l'inverse de l'augmentation des taux d'intérêt en termes de performance. Et vous voyez là, donc, elles baissent. Les crypto-monnaies, alors là, c'est un festival. Plongeon du Bitcoin à 25 000 $. Les ennemis de la crypto jubilent, les partisans aussi. Il ne s'agit pas de dire je suis un ennemi ou je suis un ami des crypto-monnaies. Il faut avoir tout simplement une analyse beaucoup plus nuancée. Les crypto-monnaies ont permis l'émergence d'un écosystème absolument fabuleux. Simplement, elles ont des risques intrinsèques, elles ont des risques de régulation, elles ont des risques de contrepartie, elles ont des risques technologiques. Voilà. Donc il y a, si vous voulez, il y a des risques spécifiques. C'est pas régulé, il n'y a pas d'assurance. Et donc notamment crypto-monnaie, si Coinbase fait faillite, les clients pourraient bien être ruinés. Je vous invite à lire cet article, c'est sur le journal du geek. Vous tapez crypto, si Coinbase fait faillite, les clients pourraient bien être ruinés.
Allez le lire, c'est un article intéressant sur le fonctionnement des plateformes, etc. Et puis bon, c'est pas écrit par un canard, le journal du geek, c'est pas un canard anti-crypto ou méchant à l'égard des cryptos. Et donc d'ailleurs, l'article apporte un certain nombre de nuances, mais lisez-le, c'est sympa. Effondrement des crypto-monnaies et les dessous d'un crash. Crypto Terra Luna à moins de 0,0001 $ a disparu ce matin. Crypto si Coinbase faisait faillite. Enfin bon, voilà. Donc on est sur un marché où là on est en plein effondrement. Et encore une fois, les cryptos c'est le Bitcoin, mais c'est pas que le Bitcoin. Donc là où le Bitcoin corrige, d'autres et baisse, d'autres crypto-monnaies, elles trépassent carrément. Alors, 3 cas particuliers dans cette baisse de tout. Et ces 3 cas, c'est l'énergie matière première, l'immobilier et les métaux précieux. Et ça, c'est super intéressant. Donc ça, c'est le pétrole. Donc vous voyez, globalement, ici, 2009, crise des subprimes. Donc regardez, on est fin 2008, le baril atteint les 140 $ le baril. Après arrive la crise des subprimes et on s'effondre. D'accord ? Regardez un autre effondrement ici. On est en 2020, c'est le confinement mondial, la demande de pétrole s'effondre et évidemment les prix s'effondrent. Regardez ce trait qui va même jusqu'à 0, on aura sur les marchés futurs même des prix du baril de pétrole négatifs puisqu'il n'y a plus de capacité de stockage et qu'on n'a pas fermé les vannes assez vite. Et donc il y a du pétrole qui continue à s'écouler et manque de chance, le pétrole on ne peut pas le balancer dans la mer quand il nous embête parce que ça ferait des marées noires, donc il faut bien le stocker. Quand il n'y a pas de capacité de stockage, on est prêt à payer pour pas le mettre dans la mer, pour pas polluer, pour pas avoir des amendes. Et donc du coup, on va se retrouver même avec des prix négatifs pendant quelques heures sur le baril de pétrole. Et là, regardez, les taux montent, on est en pleine guerre, on a une pandémie, on est en pleine crise en réalité, et les prix du pétrole continuent à monter. C'est très intéressant et pour la suite, et c'est très inquiétant également, d'accord ? Parce que ça veut dire que là, ça continue à faire une ponction très forte dans l'économie. Ça ne veut pas dire, regardez, on peut monter encore très très fort, ça ne veut pas dire que derrière, on ne va pas corriger. Ça veut dire qu'au moment où je fais cette vidéo, nous en sommes là. Regardez le blé. Le blé, c'est pareil. Vous avez exactement les mêmes mouvements. Ici, 2008-2009, on a un grand mouvement de correction. C'était la crise des subprimes. Les cours du blé s'effondrent. Après, ils vont se reprendre, etc., repartir. Bon, puis on va évoluer dans des taux relativement, avec une certaine volatilité, mais dans des prix relativement acceptables et gérables. Et là, vous voyez évidemment une envolée de plus belle sur les cours du blé. Le cuivre, alors le cuivre, c'est très intéressant parce que c'est le métal industriel par excellence. Et donc le prix du cuivre, regardez, crise des subprimes, 2009, le prix du cuivre s'effondre. 2020, le prix du cuivre baisse, mais très peu finalement, alors que toutes les usines sont fermées, alors que normalement tout le monde est en confinement et que tant que tout le monde est en confinement, la demande de cuivre aurait dû complètement s'effondrer et ça ne s'effondre pas. Ça baisse, ça corrige, mais ça ne s'effondre pas. On part très 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 fort et regardez, on corrige, mais finalement, on corrige aujourd'hui dans un range qui est très intéressant. Il faut qu'on voit si ça passe en dessous des 4. Si ça passe en dessous des 4 de manière vraiment flagrante, peut-être qu'on ira un petit peu plus bas et chercher des plus bas, mais je trouve, et c'est à surveiller, que le cuivre se maintient quand même étonnamment bien. Donc surveillons le cuivre, surveillez le cuivre, c'est un très bon indicateur. On appelle ça même Dr Copper, d'accord ? C'est le copper, c'est le cuivre, et donc les Américains, les boursiers américains, parle du docteur cuivre, le docteur copper, comme étant celui qui donne les meilleurs indices de ce qui est en train de se passer. Et les métaux précieux, ici l'or, qui tangue un petit peu, mais qui pareil ont le même comportement que le cuivre, sont à des niveaux qui sont encore très élevés et ne corrigent pas de manière très sensible. Pour l'argent, vous avez à peu près la même configuration, on reste dans notre épaisseur des traits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est matière première aujourd'hui, les matières premières ou les semi-matières premières, les métaux, le pétrole, le blé, tout ce qui est réel, tout ce qui est actif réel, actif tangible, ça a l'air d'être beaucoup moins touché que la sphère financière. Donc l'actif immatériel,
est très touché par le retrait de liquidité, mais pour la première fois, la sphère réelle semble beaucoup moins touchée. Alors, ça dénote quoi? Ça dénote que si ça se confirme, ça matérialisera vraiment la raréfaction des ressources naturelles et des matières premières. Et donc ça serait logique qu'on ait une décorrélation, puisque a priori on a atteint un certain nombre de points de déplétion sur un certain nombre et de pics de production sur un certain nombre de ressources. Maintenant, l'immobilier, l'immobilier c'est compliqué. Regardez, baromètre de l'immobilier, c'est un article du Parisien, du 13 mai. Baromètre de l'immobilier, à l'inverse de Paris, les prix continuent de flamber dans les villes moyennes. Et donc, c'est pour ça que je vous avais fait un dossier stratégie en avril immobilier. Et si les prix montaient alors que tout le monde pense au crack et que tout le monde pense que les prix vont baisser, c'est pas un dossier anodin, je ne vous l'ai pas fait au hasard. Il se passe des choses extrêmement historiques qui sont des premières sur le marché immobilier. On va avoir des décorrélations. On a une archipélisation de nos marchés immobiliers. On est en train d'exploser et de passer de un marché immobilier ou deux marchés immobiliers, Paris-Province, à Paris-Grande Ville, Paris-Grande Ville, Petite Ville, allez, trois marchés, à une multitude de marchés. Il y a beaucoup de phénomènes qui sont en train de rentrer en compte dans ce marché immobilier. Il va être compliqué à comprendre. Et donc je vous le décrypte dans ce dossier et je vous assure, si vous avez un projet immobilier à court ou à moyen terme, si vous êtes détenteur d'immobilier, enfin, voilà, achetez-le, abonnez-vous, il faut s'abonner pour l'avoir, mais abonnez-vous, ça coûte 98 € par an. Je peux vous garantir que quand on achète un appartement à 150 000 ou à 200 000 € par an, voire plus, pas par an, on achète son appartement à 150 000 ou sa maison à 150 000 ou 200 000 €, 98 € pour l'année, c'est pas bien cher. Et je vous assure que ça vous évitera de faire des bêtises. Je vous décrypte tout ce qui est en train de se passer, toutes les nouvelles tendances qui sont en train de façonner ce marché immobilier et donc notamment cette décorrélation des prix qui était évidemment prévisible. Et vous pourrez voir que à travers tous les dossiers, c'est une tendance que j'avais parfaitement anticipée pour ceux qui font un peu d'immobilier. Conclusion. Ma conclusion, la bulle de tout, elle répond au crack de tout, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est un crack, pour le moment, avant tout de la sphère financière, plus que de la sphère réelle. Vous avez vu, les actifs financiers corrigent considérablement, mais les actifs réels, eux, les biens tangibles, semblent pour le moment se maintenir. Je dis bien, pour le moment, rien n'est sûr, mais je pense que ça va tenir et qu'on va avoir cette vraie décorrélation. Ça n'empêche pas qu'on aura peut-être à un moment donné des baisses plus marquées, plus prononcées, mais je pense dans des proportions bien moindres. On peut échapper à un crack boursier, on peut échapper à un crack obligataire, il suffit de ne pas avoir d'actions en bourse, il suffit de ne pas avoir d'obligations. C'est assez facile quand on n'a pas trop d'épargne, on n'a ni actions en bourse, ni obligations, c'est-à-dire contrat d'assurance vie, fonds en euros, ce genre de choses. Donc ça, c'est facile d'y échapper. En revanche, personne ne peut échapper à tout ce qui touche la monnaie, parce qu'on le regrette ou qu'on ne le regrette pas, et là je ne suis pas sur une position philosophique, idéologique, mais sur quelque chose de très pragmatique. Notre vie s'exprime en monnaie. Vous gagnez votre salaire en monnaie, vous payez votre loyer en monnaie, voilà. Donc tout s'exprime en monnaie. Donc pas en bitcoin, pas en or, mais en monnaie, en euros, puisque nous vivons en zone euro. Et donc on ne peut pas échapper à deux choses. On n'échappe pas aux récessions et on n'échappe pas à l'inflation. Qui que vous soyez, vous n'échapperez ni à l'inflation ni à la récession. Toute votre vie est monnaie, si tous les prix augmentent, eh bien votre monnaie vaut moins et donc vous êtes touché par l'inflation. Et je dirais même, moins vous avez d'argent, moins vous avez de possibilités d'économiser, moins vous êtes riche, moins vous avez de gras et donc de capacité d'épargne, en réalité, plus vous êtes sensible évidemment à l'inflation. Et généralement, plus on est sensible à l'inflation, c'est-à-dire moins on a de capacité d'épargne, plus on a donc un petit salaire. Et quand on a un petit salaire, en général, eh bien, on est très sensible aussi aux récessions parce qu'on est sensible au chômage. Voilà. Et qu'on a des boulots qui sont beaucoup plus sensibles au chômage parce qu'on est des variables d'ajustement. Les gens qui sont payés entre le SMIC et puis entre 1003 et 2000 € net par mois, ce sont des concitoyens qui sont sensibles par nature, évidemment, encore plus à la récession et à l'inflation, c'est une évidence. Donc,
la bonne question à se poser, chacun, devant son miroir, devant une grande introspection personnelle et patrimoniale, c'est de savoir si la bulle de tout vous menace, vous, directement. C'est intéressant comme exercice. Et donc, je vous avais fait en mars, alerte rouge, impact économique majeur, évidemment, à prévoir. Immobilier, je vous en ai parlé le mois précédent, donc en avril, pour vous dire, voilà, il y a des choses très intéressantes à faire en immobilier et il y aura une notion de valeur refuge dans l'immobilier et je vous détaille tout ça. Et puis en mai, on va continuer un petit peu cette série qui va essayer de vous accompagner dans cette conjoncture qui est compliquée. Eh bien, on va réfléchir donc aux impacts, c'est ce qu'on avait fait là. Il y avait les 12 mesures immédiates et d'urgence à prendre, elles restent d'actualité pour ceux qui ne l'ont pas fait. Comprendre l'inflation, puis également la notion de récession, ce que je vais faire dans la prochaine vidéo. Je vais revenir sur la notion de récession et d'inflation. Donc là, je vous ai planté un petit peu le décor sur le crack de tout. La semaine prochaine, on va détailler sur vraiment cette notion d'inflation et de récession et comment on peut les décrypter, les comprendre, les mettre un petit peu en perspective pour voir les grandes tendances et dégager les possibles, et en tout cas ce qui devrait a priori se passer, ce qui devrait être logique. Et puis évidemment, vous permettre d'articuler, et ça sera le troisième dossier qui viendra pour le mois de mai, c'est articuler tout ça pour concevoir votre PRP. Et le PRP, c'est quoi les amis? Eh bien, c'est votre plan de résilience personnelle. Et je fais un petit clin d'œil au gouvernement qui a fait son plan de résilience économique et sociale. Et quand vous allez le lire, c'est du bullshit. D'accord? Parce que dans le plan de résilience économique et sociale de notre cher gouvernement, vous n'avez rien sur nos forêts, d'accord? Et la gestion de notre bois et de nos forêts qui pourrait par exemple nous permettre, avec une ressource renouvelable et qui aussi absorbe du carbone, de faire, je sais pas moi, des granulés, du pellet pour nos poêles, etc. et avoir une autre source de chauffage qui ne dépende pas, par exemple, du gaz russe. Il n'y a rien sur nos réserves alimentaires, d'accord, et sur notre autonomie alimentaire. Il n'y a rien sur la gestion de notre eau. D'accord, on est en train de vous parler de sécheresse et vous savez qu'on ne récupère pas l'eau en France. Quand je dis on ne récupère pas l'eau, l'eau ça se stocke. On fait des barrages, on fait des lacs, des rivières, et pas que au Connemara. D'accord, on fait des lacs, des rivières, des landes de pierre, et puis on peut faire nous en Normandie, on a par exemple ce qu'on appelle des ouches, donc des grandes mares qui vont retenir l'eau, qui vont stocker l'eau pour les mois chauds. D'accord? Donc il y a plein de choses que l'on peut faire pour stocker de l'eau. L'eau, elle passe, elle coule. Et donc si on ne la retient pas, eh bien on ne la stocke pas. Et si on ne la stocke pas, on ne peut pas irriguer. Bon, il faut quand même pas être grand clair pour avoir une politique de résilience. On vous dit que le climat change. Ah les gars, le climat change. On va vous mettre un impôt. Non, le climat change. Il va peut-être faire plus chaud, il va y avoir de la sécheresse, je sais pas, on va construire des trucs pour garder l'eau, par exemple, l'hiver, quand il pleut. Ou alors, on va créer des grands aqueducs, c'est-à-dire qu'en Normandie, il pleut beaucoup, puis on va faire des grandes réservoirs d'eau, puis on va renvoyer de l'eau dans nos régions peut-être plus sèches. Et puis peut-être qu'un jour, d'ailleurs, au lieu d'avoir des gazoducs qui viennent de Russie, eh bien, nous aurons des aqueducs qui partiront de France pour aller donner de l'eau en Espagne, par exemple. Donc, voilà, la résilience, c'est ce genre de choses. C'est pas juste dire aux gens, et les gars, va falloir trier vos poubelles. Poubelle bleue, poubelle jaune, poubelle verte. D'accord? Donc ça, c'est très bien. Nos enfants sont lobotomisés au tri de poubelle à peu près tous les jours depuis l'école primaire. C'est super, mais c'est à peu près le degré zéro de la résilience, évidemment, de l'écologie. Tout ça, ça se prépare, ça s'organise, et une résilience, ça s'organise. Alors, c'est le dossier que je vous ai fait pour le mois de mai. Et donc ce dossier sur la résilience personnelle, votre plan de résilience personnelle, c'est un mode d'emploi, c'est un guide pour chacun d'entre vous avec évidemment toutes les questions à se poser, une méthode pas à pas, ce que c'est que la résilience, comment on la met en place, ce que c'est que sa véritable nature, et puis après on la décline sur tous les sujets qui nous intéressent à titre individuel. C'est notre patrimoine, c'est évidemment notre emploi et notre boulot, c'est notre localisation, c'est le stockage, c'est la liste des produits qu'il faut évidemment avoir en termes d'achat de précaution, c'est tout ce qu'il faut également pour se préparer et tester votre résilience et puis évidemment une fois que vous l'avez testé, surtout l'améliorer.
Voilà, parce qu'on se prépare avant une crise, vous voyez, c'est-à-dire qu'on achète des masques avant d'en avoir besoin, parce que quand tout le monde a besoin de masques, il n'y en a plus. Vous croyez qu'on a des stocks de masques aujourd'hui au niveau du pays? Non, on n'a pas de stock de masques au niveau du pays, donc si demain il fallait remettre des masques, nous aurons à nouveau droit au sketch de le port du masque en population générale ne sert à rien puisqu'il n'y a pas assez de masques pour tout le monde. Et puis 15 jours après, 3 semaines après ou un mois après, quand les masques seront revenus, on va dire ah ben maintenant il faut mettre des masques. Voilà, donc la résilience, c'est quelque chose de sérieux. Lisez d'ailleurs le plan résilience économique et sociale du gouvernement, c'est très intéressant. C'est même, je dirais, passionnant, parce que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, alors vous pouvez l'appeler plan de résilience, mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et là, ben, c'est l'exact opposé, c'est-à-dire qu'ici, vous avez quelque chose de général qui ne sert à rien et qui est un truc de technocrate complètement hors sol, qui n'a absolument aucune déclinaison concrète. Ou alors c'est vraiment des grandes généralités et donc il ne se passe rien, mais les mots sont beaux, on a communiqué, on a fait un bandeau, plan de résilience, 3 conférences de presse, ça a fait des articles, voilà, très bien. Et donc c'est comme ça qu'est conçue la politique aujourd'hui. Et donc ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, et comme c'est exactement la manière dont notre pays est géré, vous savez exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire que ça sera toujours trop peu, trop tard. Donc vous, eh bien, vous allez agir pour que ce soit très vite, tout de suite et beaucoup. Et c'est comme ça la résilience. On agit très vite, tout de suite, beaucoup. Et je peux vous dire que pour avoir été banquier, pour avoir vu beaucoup d'entreprises réussir, mais beaucoup d'entreprises échouer, il y a une constante. Les entreprises qui échouent, les entreprises qui tout simplement font faillite, ce sont des entreprises qui ont agi trop peu, trop tard. Et celles qui survivent sont toujours des entreprises qui font l'inverse. Elles agissent beaucoup et très vite. Et vous savez quoi, en agissant beaucoup et très vite, eh bien non seulement elles passent la crise, mais comme elles ont agi beaucoup et très vite, une fois que la crise est passée, elles rebondissent encore plus vite, puisqu'elles ont non seulement, elles vont reprendre leur acquis, elles vont reprendre ce qu'elles avaient perdu pendant la crise, mais comme elles avaient mis d'autres choses en place, elles ont évolué de manière positive, et donc en fait elles ont en sortie de crise, elles ont une accélération qui est absolument fulgurante par rapport à celles qui, en plus, évidemment, ont fait faillite et ne sont plus là, puisqu'elles ont vendu trop peu, trop tard. Voilà, donc méfiez-vous du trop peu et trop tard, méfiez-vous du mièvre, méfiez-vous du lénifiant, méfiez-vous de ce que l'on nomme pas, de ce que l'on ne dit pas, de ce que l'on veut pas, matérialiser, avouer. Voilà, les constats parfois sont difficiles, mais ils doivent être faits pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà, si cette vidéo vous a plu les amis, bien évidemment vous la partagez. Vous mettez un grand doigt de schtroumpf bleu. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Twitter @insolentiae. Dans tous les cas, abonnez-vous au site insolentiae.com. Vous pouvez activer les notifications. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à la lettre d'information. Vous pouvez également vous abonner et bien évidemment à cette chaîne YouTube Le Grenier de l'Écho. Vous pouvez en faire la promotion à tous vos amis. Ça serait gentil. Et puis, bah, écoutez, prenez grand soin de vous. Pensez vraiment, pour ceux qui achèteront pas le dossier, ça change pas grand. Enfin voilà, ça ne change rien au fait que vous devez vous-même mener en tout cas une réflexion sur votre résilience personnelle. C'est le moment. On va rentrer non pas dans la fin du monde et l'apocalypse économique absolue, on va à nouveau connaître une crise, comme on en connaît régulièrement. Alors le vieux que je suis à la barbe blanche avec mes 3 petits singes, nous avons vécu quoi? Nous avons vécu j'ai vu mon grand-père avec le Figaro en train de se lamenter sur le krach boursier de la fin des années 80. J'ai vécu la guerre du Golfe 90-91, la chute du mur de Berlin. Nous avons vécu l'envolée de la bulle Internet, nous les gens qui sommes pas loin de 50 ans, et puis nous avons vécu également son explosion en mars 2000. Puis on a vécu les attentats du 11 septembre, et puis on a vécu en 2007 la crise des subprimes, et puis en 2010, 2011, 2012 la crise de solvabilité et d'inquiétude sur l'explosion éventuelle de la monnaie unique et de l'euro, avec Mario Draghi qui, à l'été 2012 de mémoire, dit
écoutez-moi bien, l'euro est irréversible, la Banque centrale fera tout ce qu'il faudra et croyez-moi, ce sera suffisant. Bon. Eh bien, nous avons vécu cette crise-là, et puis nous avons vécu la pandémie de 2020, et puis nous allons vivre à nouveau une autre crise qui était tout à fait prévisible, hein, et si vous reprenez toutes les vidéos que j'ai pu faire depuis le début de cette pandémie, je vous ai dit que le problème ne se poserait pas pendant la pandémie, pas pendant le gel, mais au dégel, et en sortie de crise sanitaire, on allait rentrer dans une crise financière et dans une crise économique très forte. Eh bien, nous y sommes, nous y rentrons tout droit, ça va avoir des conséquences pour vous, c'est pas la fin du monde, mais ça va avoir des conséquences pour vous. Et donc, travailler sa résilience, travailler son employabilité, travailler son patrimoine, protéger tout ça, c'est important de le faire, et c'est important de mener la réflexion dessus. Voilà, prenez grand soin de vous, prenez grand soin de ceux qui vous sont chers et de ceux dont vous êtes proches, et en étant fort et en étant résilient, eh bien vous aurez aussi la capacité à protéger ceux que vous aimez. La résilience, c'est pas quelque chose d'égoïste, au contraire, il faut la tourner à mon sens vers les autres, et quand je suis résilient pour moi, c'est pour mieux pouvoir aider les autres. Si évidemment vous souhaitez tout garder pour vous, c'est votre choix, mais en tout cas moi, ma conception de la résilience, c'est une conception qui est profondément ouverte, et je pars du principe que si on est très nombreux à être résilients, eh bien nous avons un pays qui est plus résilient, et si nous avons un pays qui est plus résilient, eh bien on a des concitoyens qui sont plus résilients, plus facilement aidés, et donc il y a évidemment moins de détresse et moins de souffrance si nous sommes tous, ou au maximum tous, le plus résilients possible. Voilà les amis, je vous laisse. Prenez grand soin de vous, et au prochain JT de l'écho. Salut les amis.